Les guerres médiques ont lieu dans les premières années du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre 499 et 479 avant notre ère. Elles voient s'affronter deux civilisations. D'une part, le monde grec. Celui-ci s'est développé sur le pourtour méditerranéen par la fondation de colonies, afin de répondre aux besoins des populations, en raison de l'hostilité naturelle des territoires montagneux et des nombreuses terres pauvres. Les hommes de la cité de Sparte, en haut de l'échelle sociale, sont appelés les égaux. Ces citoyens privilégiés ont tous les mêmes droits. Depuis l'enfance et jusqu'à leurs 20 ans environ, ces citoyens soldats reçoivent une solide formation militaire. L'armée est dirigée par ces deux rois. L'autre grande cité-État du monde grec est Athènes. Celle-ci s'est forgée un large territoire en Attique. Il s'agit d'une démocratie directe, à savoir que les hommes majeurs participent directement aux affaires de la cité. Ils votent les lois, décident de la guerre ou de l'exil de certains d'entre eux. Ils peuvent être tirés au sort pour occuper un poste politique ou judiciaire durant une année. Ils peuvent aussi être élus à la prestigieuse fonction de stratège, c'est-à-dire de chef militaire, durant un an, renouvelable. La réaction de Darius vient rapidement. En 490, il lance ses troupes sur Érétrie, une cité au nord d'Athènes. Érétrie est dévastée. La cité martyre doit faire redouter à tous les Grecs la puissance des Perses. Car à cette époque, les combats ne s'engagent pas comme nous le pensons. En prévision des batailles, on consulte l'oracle de Delphes. Puis, avant les combats, on observe les présages. Si ceux-ci sont mauvais, mieux vaut négocier que se lancer à l'assaut. Les combats durent 1 heure, au maximum. Il s'agit d'une démonstration militaire, de déploiement, avec un combat direct court. Le plus souvent, lorsque les forces sont déséquilibrées, on n'engage pas le combat et on demande une négociation. On ne souhaite pas la mort des citoyens. Darius prépare sa grande expédition contre Athènes, dont les provocations avaient irrité le grand roi perse. La flotte de Darius débarque à l'est de l'Attique, territoire de la cité d'Athènes. La bataille de Marathon se déroule en 490 avant Jésus-Christ. Hérodote raconte : les Athéniens prirent leur position, leurs présages leur semblèrent favorables. Aussi, pour la première fois, ils coururent vers les barbares qui étaient tout près d'eux. Les Perses les crurent devenus fous. Les Athéniens chargeaient alors qu'ils étaient peu nombreux, sans cavalerie et sans archers. Les Athéniens combattirent courageusement. Les Perses n'eurent l'avantage qu'au centre, car ils furent encerclés sur les ailes. Vaincus, les barbares survivants, poursuivis par les Athéniens, prirent la fuite. Certains d'entre eux furent abattus au bord de la mer. La bataille de Marathon tua 6400 Perses et 192 Athéniens. Les chiffres fournis par Hérodote, que l'on a coutume d'appeler le père de l'histoire, sont peut-être quelque peu exagérés. Mais la victoire était inespérée et le chef militaire envoya le soldat messager Philippides prévenir les magistrats d'Athènes de la victoire. Il parcourut donc plus de 42 kilomètres en courant. C'est d'ici que vient la fameuse course de fond, encore pratiquée aujourd'hui. Vexé, Darius se replie en Orient et prépare sa prochaine offensive. Mais il décède en 486 avant Jésus-Christ. Son fils, Xerxès, veut poursuivre son combat. Durant 3 années, Xerxès prépare sa grande offensive. Il réunit une armée gigantesque en sollicitant toutes les satrapies. Il posséderait, d'après Hérodote, 1 700 000 hommes. Ce chiffre semble très exagéré, mais ils furent sans doute plusieurs centaines de milliers, ce qui est considérable pour l'époque. Voulant attaquer la Grèce par la terre ferme, il se présente au nord et fait construire un gigantesque pont sur l'Hellespont. Il double ses fantassins d'une flotte militaire en mer Égée. En 480 avant Jésus-Christ, il est aux portes de la Grèce. Les Grecs se positionnent aux portes chaudes, les Thermopyles, dans un défilé étroit, c'est-à-dire un passage dans la montagne, pour tenter de stopper sa progression. L'épisode est tristement célèbre, car mis en scène dans le film 300. Les Grecs prennent position. Il y a certes les 300 égaux spartiates, mais également des troupes venues de plusieurs cités qui montent l'effectif à 2500 hommes. Les soldats de chaque cité sont dirigés par un de leurs chefs, mais le roi de Sparte, Léonidas, jouit d'un certain prestige. On lui reconnaît un commandement général. Les Grecs sont de valeureux soldats. Durant les 3 premiers jours de combat, les Perses ne parviennent pas à franchir le défilé. Mais Xerxès a, à ses côtés, un espion grec qui lui indique un chemin pour contourner la montagne et attaquer les Grecs sur 2 fronts. Prévenu des mouvements de troupes, Léonidas envoie les soldats des autres cités tenir leur position plus loin
et se sacrifier avec ses hommes. Il est résigné. L'oracle de Delphes a prédit que lors du combat, le roi de Sparte périrait ou ce serait Sparte qui périrait. Le sacrifice est d'autant plus extraordinaire que jamais un roi de Sparte n'est mort au combat. Retranché dans le défilé, face aux 1000 immortels de Xerxès, c'est-à-dire ses troupes d'élites impériales, les Spartiates tiennent encore 3 jours. Hérodote rapporte que les hommes ont défendu jusqu'au bout le corps de leur roi. Les 2 frères de Xerxès moururent également durant le combat qui fut très violent. Même s'il s'agit d'une défaite grecque, le sacrifice des Thermopyles a permis aux cités grecques de gagner 6 jours pendant lesquels elles ont organisé leur défense. Mais rien ne semble pouvoir arrêter les Perses qui descendent sur Athènes, la pillent et l'incendient. Les Grecs de l'Attique se replient sur l'île de Salamine pour un combat de la dernière chance. La bataille qui va se jouer à Salamine doit consacrer la grande victoire de Xerxès sur Athènes avant d'en finir avec les autres cités grecques. Sûr de son fait, le Perse fait installer son trône sur un promontoire rocheux afin d'observer depuis les hauteurs le combat naval. Du côté grec, on consulte l'oracle de Delphes. Apollon répond aux hommes par la voix de la Pythie, un mur de bois. Les avis sont partagés. Que comprendre? La bataille qui doit s'engager n'est pas sur terre. De plus, le combat s'annonce inégal. Les Grecs disposent de 380 navires face aux 700 vaisseaux perses. Thémistocle, l'habile stratège athénien, propose sa solution. Le mur de bois sera celui des flancs des navires. Les vaisseaux perses sont volumineux et peu maniables, contrairement à ceux des Grecs. Il faut donc attirer l'ennemi dans le détroit où il sera piégé. Mais Xerxès n'est pas dupe. Il ne ferait pas avancer sa flotte de façon hasardeuse pour la faire piéger. Sauf si on lui rapporte que les Grecs, se sentant déjà vaincus, veulent prendre la fuite par l'arrière en baie d'Éleusis. Pensant les prendre sur 2 flancs, il jette une partie de sa flotte sur les Grecs pendant que l'autre partie contourne l'île de Salamine afin de les prendre à revers. Le piège de Thémistocle a fonctionné. Les premiers navires perses piégés sont harponnés par les trirèmes grecs. Car c'est ainsi que se livrent les batailles navales. Les lourdes proues métalliques des navires grecs foncent sur les flancs de ceux des Perses pour les transpercer ou les aborder. Les soldats montent alors sur les navires ennemis qui ne coulent pas déjà afin d'y engager un combat comme sur terre. La flotte fut défaite. Xerxès, de peur d'être enfermé en Grèce et d'y trouver la mort, décida de fuir, abandonnant ses hommes. Ceux qui restaient de l'armée de Xerxès délivrèrent en 479 avant Jésus-Christ à Platée leur dernier combat. Cette défaite perse marquait la fin des guerres médiques. La Grèce se releva. Athènes en particulier, où Périclès, le nouveau stratège, fit reconstruire l'acropole, sanctuaire d'Athéna. La victoire a convaincu les Grecs de la supériorité de leur civilisation, de leurs valeurs, de leurs dieux surtout. Le modèle grec fut des plus florissants durant 1 siècle. Parallèlement, les 2 grands vainqueurs, Athènes et Sparte, chacun persuadé de sa supériorité, ne tardèrent pas à se jalouser à outrance. L'autre grande civilisation est à l'Est. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un grand empire s'est formé, parti de Persépolis. Les rois perses sont rapidement à la tête d'une multitude de royaumes qui constituent désormais un gigantesque empire, divisé en satrapies, car ils sont gouvernés par des satrapes au service de l'empereur. En 499, les peuples de Ionie se révoltent contre l'empire perse, les Sardes en particulier. Ils sont soutenus par Athènes et ses alliés en Asie mineure. Le roi perse Darius tient le motif d'une vengeance pour attaquer les Grecs et en particulier Athènes.